Comment désengorger le centre-ville de Bamako? La question est au centre d'une réunion interministérielle, une rencontre qui vise la mise en œuvre du processus de fluidité de la circulation routière dans la capitale des Trois Caïmans. Journée d'hommage, de mémoire et de reconnaissance de la nation aux victimes civiles et militaires maliens tombés sur le champ d'honneur à Aguelok. Séance de prière pour le Mali et drapeaux mis en berne dans les garnisons ont été les temps forts de la cérémonie à Aguelok, Mopti et à Kati. Et du sport, demain, au compte du deuxième match des quarts de finale, les Aigles du Mali affronteront les Warriors du Zimbabwe. Djibril Dramé et ses poulains sont fin prêts, nous dira Isaac Tchenou en fin d'édition. Bonsoir, merci de nous suivre. Je vous souhaite la bienvenue aux informations. C'est aujourd'hui que le président de la République a bouclé sa visite officielle de 72 heures à Doha, au Qatar. Il doit regagner Bamako ce soir. Au Qatar, Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu au musée d'art islamique de Doha et au siège de la société qatari d'IAR. Là-bas, le chef de l'État a pu apprécier les compétences de cette société qui investit essentiellement dans l'immobilier à travers le monde. Le récit de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Traoré, Dembawan et Brahima Koulibaly. Le président de la République profite de sa visite officielle à Doha pour aller à la découverte des villes du futur. Elles sont proposées par la société Qatari Diar, spécialisée dans le développement de projets, l'aménagement et la promotion de sites immobiliers, hôteliers, de bureaux ou d'habitat. Actuellement, Qatari Diar dirige ses investissements immobiliers vers le continent africain. La société compte à ce jour une soixantaine de projets en cours de réalisation à travers le monde. Elle entend se rendre bientôt au Mali pour y apprécier les possibilités d'investissement. Il a été convenu et il est prévu qu'une mission technique de Qatar Diar se déplace au Mali. Et nous sommes en train de travailler afin que nous puissions y faire des investissements et au-delà du Mali, pourquoi pas dans la sous-région, les dispositions seront prises à cette fin. C'est beaucoup d'honneur, mais aussi beaucoup de fierté que de recevoir Monsieur le Président de la République. Et nous considérons que c'est un prélude à un partenariat futur très riche, mutuellement bénéfique. Et nous voudrions aussi saisir cette occasion pour former des vœux de plein succès à Monsieur le Président de la République et au Mali. Le président de la République a été invité à un tour de la ville de Doha pour constater de visu certaines grandes réalisations de la société. Très séduit, le chef de l'État a promis à Qatari Diar un terrain au Mali pour y construire sa représentation. Je souhaite qu'un jour, très prochainement, Qatari Diar vienne au Mali pour nous faire des réalisations. Nous sommes demandeurs, nous avons tellement de besoins. Tout est à faire au Mali, mais il faut aussi qu'on soit dans le futur déjà. Qu'on se projette dans le Mali de l'an 2020, 2025, 2030. Et là, nous avons besoin d'une compagnie comme Qatari Diar. Et avec ce que nous avons pu engager aujourd'hui, avec son Altesse l'émir, et ce que la direction de Qatari Diar elle-même promet, Inch'Allah. Autre haut lieu visité par le président de la République, le musée d'art islamique de Doha. Il a été conçu sur une île artificielle à proximité de la Corniche. Le musée dispose d'une collection d'œuvres d'art islamique datant du 7e au 19e siècle. Une heure de promenade dans ce temple du savoir aura permis au chef de l'État, non moins historien, de revisiter ses cours d'histoire. Ça, ça préfigure, on voit plus en Occident, à l'époque médiévale. Et là, il y a tout, y compris la Côte de Maille. La Côte de Maille qui est un projet très sensible dans l'art de la guerre au Moyen-Âge. On voit des côtes de maille, parce que les côtes de maille doivent être très fines pour ne pas trop peser sur le guerrier et ne pas le blesser également aussi. Vous voyez, les côtes de maille là sont d'une finesse absolue, avec la protection du nez, qui est également un progrès par rapport à ce que c'était auparavant. Et ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Le cheval est entièrement protégé, le naseau, le bouclier. C'est la perfection de l'art de la guerre, ça. Il n'y a rien à dire. Pour la nouvelle génération, qu'est-ce que ça signifie, aujourd'hui, on appuie sur un bouton. On s'assied dans un fauteuil, on appuie sur un bouton et on combat à des centaines de kilomètres, sinon des milliers de kilomètres. Voilà. L'art de la guerre a changé.
C'est l'art des drones aujourd'hui. Donc on envoie des robots, des avions robots faire la guerre à la place des hommes. C'est l'intelligence à ce niveau-là. En ces temps-là, il fallait l'engagement de l'homme. Et nos amis turcs, ottomans en tout cas, avaient fait un progrès considérable. On le voit là. Comme quoi il faut être humble quand on compare les civilisations. Il faut être d'une grande humilité. Le président de la République quitte donc ce musée très émerveillé par ce qu'il a vu, mais tout en regrettant les pillages commis à Tombouctou, notamment au niveau du centre Ahmed Baba de Tombouctou. Pendant que le président de la République était au musée d'art islamique, son épouse, elle, visitait l'Académie des sports du Qatar, un institut très moderne qui forme des jeunes dans plusieurs disciplines sportives, surtout dans le football. Nos envoyés spéciaux, Ndeye Sissoko et Idrissa Traoré, émerveillés par la visite, nous racontent. S'il y a un lieu où l'épouse du président de la République était dans son domaine, c'est bien à l'Académie des sports de l'excellence du Qatar, Aspire. Et pour cause, Keita Aminata Maïga est une grande fan de sport. Étant membre du Comité national olympique et sportif du Mali, et cela depuis plusieurs années, elle est présente en général aux différentes activités sportives du pays. Et c'est donc avec bonheur qu'elle a découvert l'Académie des sports de l'excellence, le complexe le plus vaste et le plus moderne au monde, réparti sur plus de 200 hectares. L'Académie, ouverte en 1995, est un établissement sport-études ultramoderne qui accueille jusqu'à 200 élèves de 10 à 18 ans, dont des étrangers, parmi lesquels des Maliens. D'ailleurs, cela a été l'occasion pour Mme Keita de rencontrer quelques-uns et de leur prodiguer des conseils. Tout heureux, les jeunes Maliens ont offert un cadeau à l'épouse du chef de l'État. Ils pourront, à la fin de leur formation, évoluer dans des clubs européens et forger leur carrière de footballeurs professionnels. Surtout après avoir appris les valeurs de l'académie qui sont autodiscipline, respect, fair play, responsabilité ou encore travail d'équipe. Ici, tout donne l'impression d'être dans un autre monde. Même les poubelles disent merci. Thank you. Please wait while cycling. Entre autres merveilles, l'hôpital réputé le meilleur du monde où viennent se faire soigner les stars du football mondial et qui a été accrédité en 2008 par la FIFA, Centre médical d'excellence. Coupe du monde de football en 2022, championnat du monde de handball en 2015, sponsoring du FC Barcelone, rachat du Paris Saint-Germain, tennis, cyclisme, moto, golf et j'en passe. L'on n'a pas fini de découvrir les potentialités du Qatar. Espérons maintenant que de cette visite de travail de l'épouse du président de la République sortiront des accords en faveur notamment des clubs sportifs maliens. Merci à toi également, Ndeye. Présidé par le Premier ministre Oumar Tatamli, le Forum national sur la corruption et la délinquance financière a pris fin ce soir au Centre international des conférences de Bamako. Durant 2 jours, les participants ont formulé des recommandations qui sont entre autres la redynamisation du comité de suivi, le renforcement des capacités financières en budgétisant le plan d'action. Le Forum a aussi insisté sur la poursuite des travaux sur le plan d'action pour mieux formuler les recommandations. Je vous rappelle que la rencontre a été organisée par la primature à l'intention des structures et départements impliqués dans la gestion des affaires publiques. Et vous aurez le reportage complet avec Moussa Fane dans nos éditions de demain. Arrêtons-nous à présent sur cette question. Comment désengorger le centre-ville de Bamako? Les acteurs évoluant dans le transport, la sécurité ainsi que la société civile sont en conclave au ministère de la Sécurité afin de trouver une réponse à cette interrogation. Il faut noter que cette réunion vise essentiellement la mise en œuvre du processus de fluidité de la circulation routière pour donner un cadre convivial aux usagers de la route. Daouda Siliki Diarra, reportage.
Embouteillage à Bamako, un véritable casse-tête pour les usagers de la route, surtout pendant les jours ouvrables. Pour mettre fin aux entraves à la fluidité dans le district de Bamako qui occasionne ces embouteillages, les autorités en charge de la sécurité ont tenu une réunion afin d'élaborer un plan de mise en œuvre du processus de fluidité de la circulation routière. Il est alors urgent d'agir pour que l'illégal ne s'érige en principe, quand on sait que toutes les voies ouvertes à la circulation sont occupées par des vendeurs ambulants et des commerçants détaillants. Tout le monde est unanime aujourd'hui qu'à Bamako, il est difficile de circuler. Les voies sont encombrées, l'incivisme a atteint un degré aujourd'hui inqualifiable et je pense qu'on ne peut pas continuer à assister indéfiniment à ce spectacle-là. C'est pour ce faire que nous avons adopté ce projet de fluidité. Mais avant de faire recours à l'usage de la force, les ministres de la Sécurité optent pour la sensibilisation à outrance. Il s'agit d'informer davantage encore. Je pense qu'on va aller les deux, continuer à sensibiliser et à informer. Les 2 semaines pour que les départements techniques qui sont chargés de la mise en œuvre des mesures arrêtées se préparent également. Dans 2 semaines, nous devons être en mesure de nettoyer Bamako. Ce ne serait pas facile. Pour ce faire, j'ai interpellé un certain nombre de départements et de services qui doivent tenir des rencontres avec leurs partenaires pour que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas une action de force une preuve de force qu'on va engager contre eux. Et c'est dans l'intérêt de toutes les populations de Bamako que nous voulons aller vers cela. Et pour ce faire, ils doivent nous aider à faire ce travail. À commencer d'abord par la Chambre de commerce et d'industrie. Les commerçants détaillants qui se sont installés anarchiquement sur le trottoir doivent partir. Pour l'application des mesures concernant les accidents de circulation, là aussi, nous serons intransigeants là-dessus. Les contrôles techniques, le respect du code de la route, le port de casques, également l'interdiction des transports mixtes. Pour le port de casques, nous allons donner encore un délai. Un délai, nous pensons que nous allons commencer à le faire également peut-être après l'opération de fluidité, 1 semaine après l'opération de fluidité. Et durant toutes ces opérations que nous allons mener, je pense que nous allons avoir des comportements dignes. La mise en œuvre de ce plan d'urgence qui vise à désengorger les centres-villes va donner un cadre convivial aux usagers de la route. Pierre Bouyoya, le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, était face à la presse. Il a saisi l'occasion pour présenter le bilan 2013 de la mission et a aussi dévoilé les perspectives. Abdul Karim Kaba a assisté à la conférence de presse, son compte rendu. En 2013, l'Union africaine a participé au dénouement de la double crise politico-sécuritaire au Mali. C'est là à travers les différentes rencontres, la préparation et la mise en œuvre du processus électoral. Aussi, l'Union africaine s'est beaucoup impliquée pour le soutien de la communauté internationale au Mali. En 2013, l'Union africaine a travaillé sous la casquette de MISMA. Nous étions au centre, je pourrais dire, de la résolution de la double crise sécuritaire et politique au Mali. Il y a eu le déploiement des troupes de la CEDEAO, suivi des troupes du Tchad, et ces troupes africaines ont été aux côtés notamment de l'opération Serval pour libérer le nord du Mali. La sécurité, la bonne gouvernance et le développement, le chef de la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel a touché à tout. Concernant Kidal, Pierre Bouyoya a été on ne peut plus clair. Seulement, il y a eu des problèmes de mise en œuvre. Parce que vous savez, l'accord de Ouagadougou, c'est le 18 juin. Et un mois après, c'était les élections présidentielles. Donc on a signé l'accord et puis juste après la priorité n'a plus été la mise en œuvre de l'accord, mais aller les élections et tout ça. Pour les perspectives, l'Union africaine entend accompagner le Mali pour la réconciliation et la réforme en matière de sécurité. Dans le Sahel, l'institution veut promouvoir les relations inter-États pour la gestion des difficultés qui sont presque identiques.
Journée d'hommage en ce vendredi saint, ou dirais-je surtout journée de mémoire et de reconnaissance de la nation malienne aux victimes civiles et militaires tombées sur le champ d'honneur. Et c'est la ville d'Aguelok qui a été choisie pour la commémoration de cette journée. Un choix qui s'explique par le fait que c'est dans cette ville que les hostilités ont commencé au Mali en janvier 2012. La journée a été marquée par des prières et les drapeaux ont été mis en berne dans des garnisons. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, ces crimes ne resteront pas impunis. Écoutons Soumeilou Boubé Maïga au micro de nos envoyés spéciaux à Aguelok, Mohamed Diarra et Abouakar Traoré. Nous sommes venus pour rendre hommage à nos hommes qui ont été tués là-bas il y a 2 ans exactement, jour pour jour. Après avoir vaillamment résisté, nous avons estimé que la résistance dont ils ont fait preuve, le sens de l'honneur, du devoir et du sacrifice, devait être commémoré en ce jour, en même temps que dans le CI du 20 janvier, et nous servir, comme nous l'avons rappelé au moment du 20 janvier, comme une source d'inspiration permanente, de motivation permanente. Parce que Aguelok était un symbole, restera un symbole. Et aujourd'hui, il est aussi le symbole du retour de l'État dans cette partie de notre pays, parce que les forces armées y sont, incarnent la présence de l'État, assurent à la population non seulement la protection et la sécurité, mais assurent à la population d'autres prestations comme l'assistance à différents services sociaux, la fourniture d'électricité. Et nous espérons que la confiance revenant au niveau de la population, l'État se redéployant, que petit à petit, nous allons retrouver le calme, la paix, la stabilité qui n'aurait jamais dû cesser d'être là. Alors, à quoi va servir désormais la date du 24 janvier au Mali? Bon, on verra, il appartiendra aux autorités supérieures de décider de ce qu'il en est. Nous avons décidé aujourd'hui, avec l'accord du président de la République, de mettre les drapeaux en berne à toutes nos garnisons, d'organiser une cérémonie de prière à la mémoire de nos disparus à Kati et de rendre cet hommage sur le site même où a eu lieu ce refait d'armes, parce qu'au-delà de la tragédie, c'était surtout un refait d'armes. Nous y avons perdu une centaine d'éléments. Et c'est aussi un acte qui ne restera pas impuni de la part de ceux qui l'ont commis, parce que, comme vous le savez, c'est un dossier qui est devant la Cour pénale internationale. Et donc, nous allons marcher sur les 2 pieds et faire en sorte que cette date reste une symbolique importante pour nous et constitue vraiment d'être une source d'inspiration, d'engagement, de motivation pour nos hommes et pour l'ensemble du pays. Alors, à quoi les familles, sinon les camarades de ces victimes, peuvent attendre de l'État? Bon, on verra bien, on va continuer. De toute façon, c'est un processus qui va continuer. Nous verrons les réparations morales ou matérielles qu'il faudrait faire. Mais il faut déjà leur rendre justice. Et la première justice, c'est d'avoir ce devoir de reconnaissance et de mémoire que nous faisons. Pour le reste, on verra bien. En 5e région, journée de commémoration également, le commandant de zone de la 6e région militaire de Sévaré a rendu un vibrant hommage aux soldats morts pour le Mali. Jules Sambou Sissoko, correspondance. Cérémonie de recueillement pathétique et émouvante sur la tombe des soldats de l'armée malienne tués dans l'attaque barbare d'Aguelhog. C'était le 24 janvier 2012 et pour la défense de la patrie. Devoir de mémoire qui doit inspirer plus d'un. C'était un moment de recueillement solennel pour nous. C'est pour nous dire que notre mission peut aller jusqu'à l'ultime sacrifice de notre vie. Et nous avons opté pour cela. Et cet événement nous permet de rendre quand même un hommage vibrant à ces braves soldats qui sont morts pour la cause de la patrie. Ils sont morts pour que nous autres, nous puissions continuer l'œuvre après eux, continuer à assurer notre mission régalienne, la défense de l'intégrité du territoire et de la protection des personnes et de leurs biens. Ce sacrifice consenti par les fils du Mali pour le Mali ne sera pas vain. Un hommage bien mérité ce vendredi saint. Nous sommes là pour un devoir de mémoire, l'honneur de nos vaillants fils qui sont tombés
il y a 2 ans, à Aguelhok. Et tous ceux qui sont même tombés après, il est bon chaque année, chaque moment qu'on se rappelle de ces morts qui sont morts pour la défense de notre patrie. Des prières ont été faites par les différents représentants des confessions religieuses. Et toujours en hommage aux victimes d'Aguelhok, cérémonie de prière aujourd'hui à la place d'armes de Kati. Militaires et civils de toutes les confessions religieuses étaient présents à cette cérémonie. Batraouri. Cette séance de prière a encouragé ses initiateurs et répond à un vœu, celui de rendre hommage aux fils du pays tombés sous le drapeau à Aguelhok voilà 2 ans. Cette cérémonie, c'est juste un rappel. Et c'est à juste titre. Parce que nos compagnons qui sont tombés à Aguelhok, à Kouna, à Djabali et partout ailleurs, aussi bien que des compagnons étrangers, ils sont morts pour la liberté, pour la démocratie. Lorsque musulmans et chrétiens se mettent ensemble pour rendre hommage aux fils de la nation, cela ne peut que réconforter. L'acte en question constitue une illustration de la cohésion sociale. Nos sentiments sont des sentiments de fierté nationale parce que les prières dites en toute langue et selon toutes les chapelles vont à Dieu. Je pense que ceux pour lesquels ces prières sont organisées sont des dignes fils du Mali et ils le sont de toutes les confessions religieuses. Pour les autorités du pays, rien n'est de trop quand il s'agit de saluer la mémoire de ceux-là qui ont consenti l'ultime sacrifice. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer nos morts. Évidemment, singulièrement ceux d'Aguelhok, mais tous nos morts, tous ceux qui sont morts, les armes à la main, pour le Mali. Donc c'est vraiment une commémoration très triste quand on se rappelle comment ces braves soldats sont morts. Les initiateurs de la séance de prière disent vouloir pérenniser cette cérémonie d'hommage pour immortaliser les victimes. Pour rappel, le Forum national sur la corruption et la délinquance financière a pris fin ce soir au Centre international de conférence de Bamako. Durant 2 jours, les participants ont formulé des recommandations qui sont entre autres la redynamisation du comité de suivi, le renforcement des capacités financières en budgétisant le plan d'action. Le Forum a aussi insisté sur la poursuite des travaux sur le plan d'action pour mieux formuler les recommandations. La rencontre a été organisée par la primature à l'intention des structures et départements impliqués dans la gestion des affaires publiques. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Ali Bachili, représentant le Premier ministre Oumar Tatamli. Et vous aurez le reportage complet avec Moussa Fane dans nos éditions de demain. Direction Tombouctou, où la plus grande rencontre intercommunautaire post-crise vient de se tenir. Près de 400 participants ont planché sur les thèmes relatifs à la gestion de la rumeur dans le cadre du dialogue et de la réconciliation. L'initiative est du cercle de réflexion et d'échange pour la paix au Nord soutenu par la CEDEAO. Et Attendina pour les détails. Cette rencontre intercommunautaire qui a regroupé plus de 400 délégués est sans doute la première du genre après la crise. Elle a regroupé toutes les sensibilités, leaders religieux, chefs coutumiers, chefs de tribus et de fractions de toutes les ethnies de Tombouctou. Il a été question de la gestion de la rumeur, de la responsabilité des populations locales dans le développement des régions du Nord. Le rôle des manuscrits dans la paix et la cohésion sociale a été aussi évoqué. Les manuscrits constituent un patrimoine commun, des Blancs comme des Noirs, du Touareg comme de l'Arabe, comme du Songwe, comme du Peul. Et la preuve, c'est que les manuscrits ont été déplacés de Tombouctou, exfiltrés, et tous les regards sont tournés vers ces manuscrits, à quand ces manuscrits vont revenir. Parce que si on lit bien le contenu, on voit que ces peuples qui sont là, tous les lient, des liens séculaires. Et les manuscrits contribuent justement à asseoir cette cohésion. Le gouvernement appuie toutes les initiatives tendant à la réconciliation et à la paix au niveau des régions du Nord. Il s'agit d'un regroupement pour que les communautés puissent se parler, pour que les communautés puissent dialoguer, pour revenir à la paix et à la concorde. L'initiative est du cercle de réflexion et d'échange pour la paix au nord du Mali, Créneau Mali, soutenu par la CEDEAO. La CEDEAO s'est engagée à aider le Mali à gérer la crise au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau international. Il est tout à fait normal que nous puissions être aussi aux côtés des populations à la base pour essayer de voir comment
trouver des solutions concrètes qui s'appliquent immédiatement et que cette crise puisse être gérée aussi à la base, pas seulement au niveau du sommet par les gouvernants. Nous avons décidé de faire des rencontres dans toutes les régions du Mali, essayer de parler directement avec la population pour voir quelles sont leurs idées dans le cadre de la cohésion sociale, dans le cadre du développement et dans le cadre du retour définitif de la paix. Nous avons déjà eu à faire les rencontres de Gao, nous avons eu à faire d'autres rencontres, par exemple à Ménaka. Maintenant, on fait la rencontre de Tombouctou. À l'issue des travaux, les participants ont pris des engagements forts, parmi lesquels la réhabilitation de la route Tombouctou-Douanza, faciliter le retour et la réinsertion des populations réfugiées et la reprise du trafic commercial aérien. Plus de 1400 tonnes de vivres, c'est ce qui vient d'offrir aux personnes touchées par l'insécurité alimentaire et la malnutrition à Gao, l'Arabie Saoudite. Un moment de grand soulagement et de satisfaction pour les bénéficiaires. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré. C'est à travers le programme alimentaire mondial que le Royaume d'Arabie Saoudite a fait cette importante contribution de 1400 tonnes de vivres à 100 000 personnes démunies du Nord. Ces personnes bénéficiaires sont composées des handicapés, des réfugiés, de déplacés retournés, des malades, des enfants malnutris, entre autres. Le Royaume d'Arabie Saoudite et le PAM veulent ainsi atténuer les souffrances des couches vulnérables touchées par la crise au Mali. 2013 a été une année très difficile pour les populations au nord du Mali, qui ont dû faire face à des multiplicités de crises, y compris une crise alimentaire qui reste très préoccupante. Dans un tel contexte, le soutien apporté par le généreux donateur comme l'Arabie Saoudite a été crucial pour permettre au PAM d'apporter une assistance vitale à ces populations. Symboliquement, l'ambassadeur a remis des sacs de vivres à Aïssata Aliou, l'une des bénéficiaires, avant d'annoncer une autre bonne nouvelle. En cette heureuse circonstance, la nouvelle contribution du Royaume d'Arabie Saoudite pour l'année 2014, d'un montant de 4 millions de dollars, une partie de ce montant sera utilisée pour alimenter les cantines scolaires et l'autre partie pour approvisionner les populations nécessiteuses en denrées alimentaires. La visite des magasins de pommes a permis de voir des milliers de sacs de céréales et de bidons d'huile. Visiblement, bénéficiaires ou autorités s'estiment heureux. Depuis l'occupation, PAM nous a épaulés jusqu'à la libération grâce aux dons qu'il donne aux ONG. Je prends l'engagement d'une répartition équitable des vivres et des non-vivres entre leurs bénéficiaires. Mais auparavant, une visite de courtoisie a conduit la délégation au gouvernorat et au centre de santé de référence de Gao, où les problèmes sont surtout d'ordre matériel, après la prise en charge de la malnutrition aiguë et modérée de plus de 40 000 personnes. Notez au passage que le ministre de l'Éducation nationale Togola Jacqueline Marinana a effectué ce matin une visite surprise à l'école fondamentale de Djaninabougou et au complexe scolaire La Fraternité Sarambougou à Sangaré-Bougou. À Djaninabougou, le ministre a trouvé une école complètement fermée depuis des mois pour des problèmes qui opposent les différents acteurs de l'école. Au complexe scolaire La Fraternité Sarambougou de Sangaré-Bougou, le ministre a trouvé un cadre de vie et des conditions de travail très satisfaisants, une administration scolaire et un corps enseignant adéquat. Lancement à Séléngué de Wari West African Agribusiness Resource Incubator, financé à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. Ce programme est le fruit d'un partenariat public-privé. Il concerne l'agro-industrie, développement, l'IPR, l'IER, l'Université de Copenhague et le Danemark. Il vise à soutenir les entreprises. Nos envoyés spéciaux à Séléngué, Adama Djekité et Garibou Pérou. C'est désormais possible de faire les business agricoles au Mali. L'initiative vient d'être lancée par le programme Wari. Le dit programme est, selon les initiateurs, une source d'enrichissement au profit de toutes les couches sociales. Mais pour bénéficier de son accompagnement, il faut avoir l'esprit d'entreprise. Wari, d'abord, c'est un environnement pour créer des affaires, mais des affaires dans le domaine de l'agriculture et de l'agroforesterie. Le Mali est un pays où l'agriculture, c'est-à-dire avec grand A, représente l'occupation
de plus de 80% de la population malienne. Mais en réalité, il est temps qu'on change cette agriculture malienne, qu'elle ne soit juste une agriculture de subsistance, qu'elle devienne une agriculture de transformation économique, une agriculture de création de richesses, pour que finalement les paysans maliens ne soient plus vus comme étant un paysan pauvre, ou bien la couche la plus pauvre de la population, mais qu'elle soit considérée comme la couche qui tient l'économie et qui est vraiment enclenche la dynamique économique. La croissance économique et la création d'emplois sont des priorités de l'État malien et aussi du Royaume du Danemark. Pour l'ambassadeur du Royaume du Danemark, ces deux priorités ne peuvent venir que du secteur privé. Il s'agit du secteur privé dynamique et responsable, travaillant avec un État fort qui crée un cadre propice pour l'entrepreneuriat comme Wari. L'ambition du Royaume du Danemark est de travailler dans un partenariat très étroit avec le gouvernement du Mali et le secteur privé ici au Mali pour créer des emplois et de la croissance économique. L'ouverture aujourd'hui de l'incubateur Wari ici à Selingué fait partie de cette ambition. Je pense que les perspectives aujourd'hui, c'est l'emploi pour notre jeunesse qui en a besoin. Qui a besoin de mettre ses bras au service de son pays, au service du développement de notre pays, faire en sorte que nous puissions à terme nous prendre en charge et faire évoluer notre pays dans le sens qu'il soit compétitif dans le monde moderne. Et ça, c'est très réconfortant. L'agriculture malienne se professionnalise avec ces nouveaux programmes puisque l'infertilité de la terre, l'insuffisance d'eau, le stockage et la commercialisation ont désormais une réponse. À côté de ceci, la question de l'emploi, la valorisation des résultats de recherche, l'augmentation des taux de production agricole sont autant d'opportunités qu'offre Wari. Il entre dans le cadre du développement socio-économique durable de notre pays. Les responsables du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement ont rencontré hier des responsables du Haut Conseil islamique du Mali. Cette rencontre constitue la dernière étape de la série de visites initiées par le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement avant le lancement de la journée nationale de salubrité prévue demain samedi à 9h. Youssouf Diakité, la détaille. C'est pour répondre à l'appel du président de la République à propos de l'assainissement de la capitale malienne que les responsables du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement veulent apporter leur contribution. Ceux-ci ont rencontré le Haut Conseil islamique, le Recotrade et la CAFO pour demander tout leur soutien et accompagnement pour rendre Bamako propre. L'assainissement pour nous, religieux, fait partie de nos pratiques culturelles, spirituelles. Donc je demande vraiment à tout un chacun de se donner pour que nous puissions réussir non seulement le lancement, mais l'élan de l'assainissement de notre environnement. Si certains pensent mettre l'accent sur la sensibilisation, d'autres estiment que la question de l'assainissement est un défi à relever. Dans nos sociétés, l'assainissement est lié à la femme. C'est un comportement même d'éthique pour la femme. Quand on rentre dans une famille, en voyant les murs, l'hygiène dans la famille, on a déjà une identité de la femme. Donc je pense que la femme a un grand rôle à jouer dans l'assainissement. En ce qui concerne ces journées d'assainissement, nous, à la CAFO, nous pensons que c'est une très bonne chose. J'ai senti l'adhésion de toute la société civile, les leaders d'opinion, les leaders religieux et également j'ai senti vraiment que la population en avait besoin de ce contact. Il y a une méconnaissance des textes. Nous allons procéder d'abord à une diffusion large de nos textes à travers les médias et à travers nos rencontres et à Bamako et dans les différentes régions pour faire connaître les textes concernant l'assainissement. Après la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires concernant l'assainissement, les autorités en charge de la question veulent procéder désormais à la répression des cas de récidive selon les premiers responsables du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Voilà, le lancement de la journée nationale de salubrité est prévu demain, samedi, à 9h. Tous à vos balais. Et ce communiqué, le directeur général des impôts informe le public
que les vignettes 2014 sont maintenant disponibles. Il s'agit des vignettes TTR, des vignettes ordinaires pour véhicules automobiles et des vignettes synthétiques pour les commerçants et prestataires de services. Ces vignettes sont vendues au lieu habituel, Direction générale des impôts Amdalaï ACI 2000 Bamako, centre des impôts des 6 communes du district de Bamako, Direction des grandes entreprises à 15 Ambougou Bamako, Direction des moyennes entreprises Amdalaï ACI 2000 au sud de l'hôtel Radisson Blu et centre des impôts des régions et des cercles. Le directeur général des impôts précise que la date butoir d'acquisition des différentes vignettes est fixée au 31 mars 2014. Il en appelle par conséquent au civisme de tous pour le strict respect de ce délai de rigueur. Cérémonie de lancement du programme de filets sociaux Djigui en faveur des démunis des vulnérables de la commune 3 du district de Bamako. Le but visé par cette opération est de venir en aide aux couches les plus démunies de la société. Compte rendu Lamine Keita. Les plus démunis des 22 quartiers de la commune 3. Pendant 3 ans, ces ménages vont bénéficier d'une assistance financière à travers l'opération de transfert monétaire du programme de filets sociaux au Mali. Aujourd'hui, nous allons procéder au démarrage du processus de distribution des cartes de bénéficiaires aux chefs de ménage, dernier acte avant le démarrage effectif des opérations de transfert monétaire. Malgré le retard accusé sur le programme initial, je voudrais rassurer les différents responsables communaux et locaux que toutes les dispositions sont prises à ce jour pour procéder au premier transfert dans les jours à venir. Chaque ménage bénéficiaire recevra chaque trimestre 30 000 francs CFA et ce durant 3 ans. Le maire de la commune 3 a salué l'initiative qui concrétise la volonté de l'État malien d'aider les plus pauvres. Le programme de filets sociaux dans le cadre duquel se déroule la présente cérémonie intervient à un moment où nos populations subissent de plein fouet les conséquences des crises socio-économiques que nous traversons depuis quelque temps. Il est donc à ce titre très salutaire et mérite l'accompagnement de nous tous. Je veux bien parler de ce projet. Le programme des filets sociaux a été approuvé par la Banque mondiale sous forme de projet d'urgence en 2003 en faveur des pauvres. Ouvrons à présent une fenêtre sur la tenue des conseils d'administration. Commençons par la 9e session ordinaire du comité de coordination et de suivi des programmes de sécurité alimentaire qui s'est tenue hier à Bamako. Organisée par le système d'alerte précoce, la rencontre visait à évaluer les besoins alimentaires des populations au titre de la campagne 2013-2014. Batraoré nous en dit plus. Cette rencontre fait suite à la réunion d'expertise du système d'alerte précoce tenue du 28 octobre au 4 novembre 2013. La rencontre avait fait le constat d'une campagne agricole 2013-2014 déficitaire avec l'existence de multiples postes d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette situation nécessitera, selon les spécialistes en sécurité alimentaire, une assistance d'urgence pour près de 75 000 personnes. En plus de ce tableau, 700 000 autres personnes devront bénéficier d'une aide alimentaire pour la période de soudure à venir. C'est fort de ce constat que les spécialistes en sécurité alimentaire ont tenu cette rencontre qui vise des objectifs majeurs. D'examiner la situation alimentaire du pays à la lumière des recommandations formulées par le système d'alerte précoce, le SAP, suite à sa réunion d'expertise provisoire, et d'autre part, analyser et adapter le plan d'opération et le budget 2014 du dispositif de sécurité alimentaire. Une rencontre qui suscite beaucoup d'espoir pour le commissariat à la sécurité alimentaire. À cet effet, je vous invite à examiner avec toute l'attention requise les documents qui vous sont soumis en vue d'aboutir à des résolutions idoines nous permettant d'assurer la sécurité alimentaire de toute la population malienne. La session regroupe l'État à travers la sécurité alimentaire et les partenaires techniques tels la FAO, le Programme alimentaire mondial, la société civile. Le projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Caille Sud a aussi tenu la 6e session de son comité de pilotage. La rencontre a permis aux membres du comité de passer en revue les recommandations de la 5e session et de valider le rapport d'activité 2013 avant d'adopter le programme d'activité 2014 ainsi que son budget. Le reportage de Abraman Maïga.
Ce 6e comité de pilotage du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Kaï-Sud a à son ordre du jour plusieurs sujets. Outre la validation du rapport d'activité 2013, cette rencontre a permis aux administrateurs d'examiner et d'adopter le programme d'activité ainsi que le budget 2014 du PADEPA-KS. Le projet d'appui au développement des productions animales dans la zone de Kaï-Sud bénéficie d'un financement global d'environ 14,2 milliards de francs CFA, dont un prêt de 11,238 milliards de francs CFA du Fonds africain de développement FAD et de 1,964 milliards de francs CFA au titre de la contrepartie du gouvernement de la République du Mali. Avec un budget de plus de 5 milliards de francs CFA, le PADEPA-KS exécutera courant 2014 plusieurs activités de développement au profit des communautés rurales. Elles concernent la finalisation des travaux de construction des bâtiments, des infrastructures collectives d'élevage et d'hydraulique villageoise. Il a pour objectif de contribuer à la sécurité alimentaire et à l'allègement de la pauvreté par l'augmentation de façon durable des productions animales dans les cercles de Bafoulavé, de Kenyeba, de Kita et la partie sud naturellement du cercle de Kaï. Conformément à son orientation, d'importantes activités ont été réalisées par le projet en 2013. Ces travaux qui ont permis au projet d'atteindre un taux de décaissement de plus de 60% sont entre autres l'emblavement de plus de 100 hectares de cultures fourragères, la dotation d'une douzaine de villages en plateforme multifonctionnelle, la réalisation de 28 fourrages sans oublier l'aménagement de 4 mares dans le cercle d'Ekita. 26e session ordinaire des administrateurs du Bureau malien du droit d'auteur, Bunda. Pour 2014, le renforcement des capacités sera le cheval de bataille du Bunda, avec un budget prévisionnel qui s'élève à 468 millions de francs CFA. Cheikh Oumar Sangaré, reportage. Cette 26e session ordinaire du conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur se tient dans un contexte de sortie de crise. Une crise qui a durement touché le domaine de la création artistique et culturelle, ce qui explique la détermination des plus hautes autorités du pays à soutenir ce secteur. Les plus hautes autorités de notre pays sont particulièrement sensibles aux cinglantes difficultés qui sont celles du monde de la création littéraire et artistique et entendent tout mettre en œuvre pour que l'art puisse nourrir son homme. J'en veux pour preuve la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, dont le programme 2014-2018 place le développement de l'homme au centre de toute politique culturelle en mettant un accent particulier sur la promotion des artistes et la protection de leurs œuvres. Il s'agit pour les administrateurs de se pencher essentiellement sur l'adoption du programme d'activité et du budget de l'année en cours. La feuille de route 2014 est globalement orientée sur la formation. Aussi, le département entend faire adopter un projet de texte portant statut des artistes. L'adoption de ce projet de décret pour nous sera une avancée notoire, d'autant qu'elle permettra au Bureau malien du droit d'auteur d'élargir l'assiette des redevances du droit d'auteur, notamment sur les nouvelles formes d'exploitation des œuvres littéraires et artistiques. Près de 468 millions de francs CFA seront nécessaires pour la réalisation de ces activités qui se situent dans la continuité des actions de 2013. Il s'agit d'une lutte sans merci contre la piraterie. Près de 783 millions de francs CFA, c'est le budget de l'exercice pour l'exercice 2014 du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafaségué Kouyaté de Bamako. Une information donnée au cours de la 12e session ordinaire de son conseil d'administration. Modibo Soirée, compte rendu. Au cours de cette 12e session ordinaire du conseil d'administration du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia de Bamako, les administrateurs se sont penchés d'abord sur le bilan de l'exercice 2013 avant de travailler sur le programme d'activité ainsi que le budget de 2014. Durant les travaux, des réflexions sur certaines grandes préoccupations de l'établissement ont été engagées, notamment les contraintes et autres défis liés à la gestion de la structure. De nouvelles activités sont au programme de l'année académique 2013-2014. Il y a d'abord la création de différents groupes au niveau de l'école, notamment l'orchestre, l'ensemble instrumental de l'école, une troupe théâtrale de l'école et un groupe de danse de l'école. Ça, c'est des compléments au niveau de la formation.
On organisera aussi des ateliers avec, par exemple, le festival sur le Niger à Ségou. Et il est prévu, dans les nouvelles mesures, carrément l'orientation de l'école vers le système LMD. Le ministre de la Culture, Bruno Maïga, a exhorté les administrateurs et le corps professoral à plus de vigilance et de sérénité pour une meilleure qualité de l'enseignement à travers la formation et l'encadrement des étudiants. Il importe, à travers le Conservatoire des arts multimédia Balafaseke, de former pour nos services publics, nos associations, organisations et entreprises culturelles, une pépinière d'agents, d'artistes et de cadres afin de rendre nos industries culturelles plus compétitives. En outre, la formation, l'encadrement et les prestations de services confèrent au conservatoire une utilité pratique au profit des acteurs culturels et des nombreux usagers dont les attentes mériteraient d'être comblées. Le budget de l'exercice 2014 a été adopté en recettes et en dépenses à près de 783 millions de francs CFA, un budget réparti entre les ressources propres et les subventions. Le conservatoire Balafaseke Kouyaté de Bamako est un établissement d'enseignement supérieur qui assure la formation artistique et professionnelle des créateurs dans le domaine des arts plastiques, de la musique, de la danse, des métiers multimédia et du théâtre. L'école a une capacité d'accueil maximale de 300 étudiants. Sur un tout autre chapitre, distinction dans la capitale des Balanzans de 5 opérateurs économiques investis dans le développement socio-économique de la commune urbaine de Ségou. Fousseini Samake nous les présente. Ils sont 5 opérateurs économiques à être magnifiés par le conseil communal de Ségou pour leur engagement dans le développement socio-économique de la commune. Ces récipiendaires sont Mamou Dafé, qui a fait de Ségou un pôle d'attraction par les festivals sur le Niger, Honorable Abdul Jalil Mansour Aïdara pour l'accompagnement de l'hôpital régional Nyanangoro Fomba en matériel et les dons de corbillards à certains quartiers de Ségou. Célou Diré de l'entreprise Danaya, Djadje Tolo et Mahamadou Nyangandou pour leur implication dans l'assainissement de la ville de Ségou. Je voulais signifier par cette distinction la citoyenneté dans la commune. Ces personnes sont certes des personnes qui se sont investies dans la commune urbaine de Ségou, corps et âme, pour le développement heureux et pour un changement de mentalité dans cette commune. Que nous soyons appuyés par d'autres personnes, vraiment je crois que c'est un moment où je m'en réjouis. Ces opérateurs économiques ont apprécié ces gestes et promettent de s'investir davantage pour que le développement de Ségou soit une réalité. Ceci est extrêmement important pour nous. Vous savez, nous sommes dans la nouvelle citoyenneté dans la cité. Donc aujourd'hui, le développement de nos États, de nos villes, de nos territoires doivent reposer d'abord sur les citoyens. Et c'est cet exemple-là, cette exemplarité-là qui est extrêmement importante aux yeux de la commune de Ségou. Ces actions citoyennes sont saluées par les responsables et notabilités de Ségou, car elles devraient permettre à Ségou de retrouver son statut de ville assainie et prospère. Place au sport, c'est demain samedi que les Aigles du Mali affrontent les Warriors du Zimbabwe. C'est au compte du deuxième match des quarts de finale du CHAN Afrique du Sud 2014. La rencontre qui est prévue pour 18h30 a été beaucoup préparée par Djibril Dramé et ses poulains. Le point avec nos envoyés spéciaux Isaac Chinou et Barakou Maïga. Cette rencontre de quart de finale entre le Mali et le Zimbabwe se prépare avec sérénité. Les aigles locaux qui ont gagné en confiance en terminant premier de leur groupe sont conscients que le tournoi pour la coupe commence à partir de ce match. L'adversaire qui n'a marqué qu'un seul but, contre 0 encaissé en 3 sorties, est loin d'être minimisé par les Maliens qui ont encaissé à chaque sortie. Les joueurs à l'image d'Ibrahima Sidibé Ibra pensent avoir leur mot à dire dans ce championnat d'Afrique des Nations. Nous sommes qualifiés pour le quart de finale. Nous sommes tous conscients qu'un match de quart de finale, ce n'est pas un match facile. Surtout avec un pays comme le Zimbabwe. Donc voilà, on est bien préparé dans la tête. Donc on va essayer d'aborder ce match avec la plus grande sérénité pour tirer le meilleur du profit. Vu ce qu'on a fait dans la phase de poule,
Je dirais qu'on a toutes les qualités pour pouvoir accéder jusqu'en finale. Pour l'entraîneur Djibril Dramé, toutes les équipes à ce niveau sont à prendre au sérieux. Le mental est important pour vaincre le Zimbabwe. C'est un match qui s'annonce dur. Toutes les équipes qui arrivent à ce stade de la compétition, ce n'est pas un fait du hasard. Chaque équipe a travaillé sereinement. Je pense que nous en avons conscience, nous devons rester concentrés. Nous devons essayer d'aborder ce match avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de concentration. Autrement dire, ça doit avec la valeur morale d'un footballeur. L'abnégation, la rage de vaincre, la volonté de gagner et surtout être construit dans la tête. Jouer la demi-finale passera forcément par une victoire devant le Zimbabwe. La mission ne devra pas être impossible pour Soumaïla Diakité et ses partenaires. Allez les aigles et surtout bonne chance. Cette triste nouvelle avant de boucler ce journal, le correspondant de presse Amap de Yelimane nous a quittés hier jeudi à l'âge de 56 ans. Noumou Kontaga, précédemment conseiller pédagogique au Cap de Yelimane, a été reporter plus d'une dizaine d'années au compte de l'AMAP et de l'ERTM dans sa localité. Il a été accompagné à sa dernière demeure aujourd'hui au cimetière d'Amdalaï par des parents, amis et collaborateurs. Noum Sissoko, reportage. C'est précisément à 8 heures que les 201 bureaux de vote ont ouvert pour accueillir les 75 361 électeurs de Yelimane, Noumou Kontaga pour l'ERTM. Conseiller pédagogique au Cap de Yelimane, Noumou Kontaga faisait aussi office de correspondant de presse au compte de l'Agence malienne de presse et de publicité AMAP depuis 2002. Il faisait parvenir régulièrement des duplex à l'ERTM et des articles au desk central de l'agence de presse de l'AMAP. C'était un homme dévoué qui aimait ce qu'il faisait et qui était très consciencieux. Et dès qu'il a été nommé correspondant à Yelimane, on a vu, c'est un coin extrêmement enclavé, mais il a pu donner une visibilité totale vraiment à la localité. Vraiment, je retiens de lui quelqu'un de très consciencieux, un grand travailleur et quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait. Noumou Kontaga a intégré la fonction publique il y a 36 ans. Il a assumé la fonction de directeur d'école 20 ans durant. Et c'est en 1999 qu'il fut nommé conseiller pédagogique. Noumou Kontaga repose désormais au cimetière d'Amdalaï. Il laisse derrière lui une veuve et 2 garçons. Et son âme repose en paix. Amen. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Demain, 13h, Amara Malé Diallo et vous retrouvez Aoué Touré pour la grande édition. Bonsoir à tous.